Il existe une forme de solitude dont personne ne parle vraiment. Pas la solitude de celui qui est seul dans sa chambre, mais la solitude de celui qui est entouré de gens, qui parlent, qui sourient, qui participent à la vie sociale, et qui pourtant n'est jamais vraiment vu. Tu peux avoir des conversations tous les jours, échanger des mots, des opinions, des nouvelles, et pourtant sentir ce vide étrange, cette sensation sourde que personne ne comprend réellement ce qui se passe en toi. C'est comme si tes paroles traversaient les autres sans jamais toucher quelque chose de réel, sans jamais créer cette connexion profonde que ton âme cherche désespérément. Jung a passé sa vie entière à déchiffrer ce mystère psychologique, à comprendre pourquoi certaines personnes parlent et le monde s'arrête pour les écouter, tandis que d'autres parlent, et c'est comme si elles n'avaient rien dit. Ce qu'il a découvert va bien au-delà de toutes les techniques de communication que tu as pu apprendre. Il a révélé un code dans la psyché humaine, une formule psychologique profonde qui sépare ceux qui sont profondément respectés de ceux qui sont constamment ignorés, incompris ou négligés. Ce code n'a rien à voir avec ton vocabulaire, ta voix ou ta capacité à argumenter. Il ne s'agit pas d'être plus assertif, plus charismatique ou plus persuasif. Ce que Jung a découvert touche à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Il a compris que la communication respectée ne se joue pas au niveau des mots, mais au niveau de la totalité psychique. Quand tu parles, ce n'est pas seulement ton ego conscient qui s'exprime, c'est toute ta structure inconsciente, tes complexes non résolus, ton ombre non intégrée, tes projections, tes blessures cachées. Et l'autre, même s'il ne le sait pas consciemment, perçoit tout cela. Son inconscient lit ton inconscient. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans le cerveau social, a démontré que notre système nerveux détecte en moins de 50 millisecondes si quelqu'un nous parle depuis un lieu d'intégrité psychologique ou depuis un lieu de fragmentation intérieure. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas conscient, mais c'est implacable. Et c'est pour cela que tant de gens se sentent incompris, peu importe leurs efforts. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler la formule de la communication respectée telle que Jung l'a extraite de décades d'observation clinique et d'exploration de la psyché humaine. Je vais te montrer pourquoi tout ce qu'on t'a enseigné sur la communication était trop superficiel pour fonctionner réellement. Et surtout, je vais te guider à travers les 5 lois psychologiques que Jung a découvertes, celles qui transforment non pas ce que tu dis, mais qui tu es quand tu parles. Parce que la vraie communication ne commence pas par améliorer ton discours, mais par intégrer ta profondeur. Et c'est un voyage qui commence là où personne ne regarde jamais, dans les territoires sombres et silencieux de ton propre inconscient. Peut-être que tu as déjà ressenti cette frustration étrange. Tu essaies d'expliquer quelque chose d'important, quelque chose qui te touche profondément, et l'autre hoche la tête, sourit poliment, mais tu sens que rien n'a vraiment été transmis. Ou pire encore, tu dis non, tu poses une limite claire, et quelques jours plus tard, c'est comme si tu n'avais rien dit. Les mêmes dynamiques se répètent, les mêmes transgressions se produisent, et tu te demandes pourquoi ta parole n'a pas de poids. Pourquoi certaines personnes peuvent dire non une seule fois et être respectées instantanément, tandis que toi, tu dois répéter encore et encore sans jamais être vraiment entendu. Ce paradoxe a tourmenté Jung pendant des années, jusqu'à ce qu'il comprenne quelque chose de fondamental sur la nature de la psyché humaine. Nous ne communiquons pas simplement avec le moi conscient de l'autre. Nous communiquons avec sa totalité psychologique, et cette totalité inclut des couches dont lui-même n'est pas conscient. Les archétypes, les complexes, l'ombre, les projections, tout cela joue un rôle silencieux mais déterminant dans la façon dont notre message est reçu ou rejeté. Freud avait déjà compris que l'inconscient gouverne la majeure partie de notre vie psychique. Il avait montré comment les mécanismes de défense, le refoulement, la projection, créent des filtres invisibles qui déforment tout ce que nous entendons. Quand quelqu'un te parle, son message doit traverser toutes les couches de défense que tu as construites pour te protéger de la douleur, de la honte, de l'anxiété
Et si ce message touche quelque chose que tu as refoulé, quelque chose que tu ne veux pas voir en toi-même, ton psychisme va automatiquement le rejeter, le déformer ou l'ignorer. C'est pour cela que tant de conversations deviennent des dialogues de sourds. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que leur structure psychologique ne le leur permet pas. Leurs mécanismes de défense sont là pour maintenir un équilibre fragile, et toute parole qui menace cet équilibre est inconsciemment neutralisée. Mais Jung est allé encore plus loin. Il a découvert que la communication n'est pas seulement une question de transmission d'informations, c'est un processus d'individuation mutuelle. Quand deux personnes se parlent vraiment, quand il y a une communication profonde et respectée, ce qui se passe n'est pas un simple échange de mots. C'est une rencontre entre deux totalités psychiques. C'est un moment où l'inconscient de l'un touche l'inconscient de l'autre, où les ombres se reconnaissent, où les archétypes entrent en résonance. Et cette rencontre ne peut se produire que si tu as fait un certain travail sur toi-même, si tu n'as pas intégré ton ombre, si tu n'as pas reconnu tes propres projections, si tu parles depuis ta persona sociale plutôt que depuis ton self authentique, alors ta communication restera toujours superficielle, peu importe la beauté de tes mots, parce que l'autre va sentir, inconsciemment mais viscéralement, que tu ne parles pas depuis ta vérité profonde, et son inconscient va refuser de s'ouvrir à toi. Antonio Damasio, dans ses recherches sur les marqueurs somatiques, a montré que nos décisions et nos perceptions sont profondément influencées par des signaux corporels inconscients. Quand quelqu'un te parle, ton corps réagit avant ton esprit. Tu ressens quelque chose, une tension, une ouverture, une fermeture, et c'est cette sensation corporelle qui va déterminer si tu es réceptif ou défensif. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a révélé que notre système nerveux autonome évalue constamment le degré de sécurité ou de menace dans nos interactions sociales. Si ton système nerveux perçoit que l'autre est incongruent, que ses paroles ne correspondent pas à son état interne, tu vas automatiquement entrer en mode de défense. Ton nerf vague va envoyer des signaux de fermeture, et peu importe ce que l'autre dit, tu ne pourras pas vraiment l'entendre. C'est pour cela que la communication respectée n'est pas une question de technique, mais d'état intérieur. Quand tu parles depuis un lieu d'intégration psychologique, ton système nerveux envoie des signaux de sécurité, et l'autre peut s'ouvrir. Quand tu parles depuis un lieu de fragmentation, ton système nerveux trahit ton incongruence, et l'autre se ferme, même s'il ne sait pas pourquoi. Voici ce que personne ne te dit sur la communication. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est l'état psychologique depuis lequel tu le dis. Tu peux prononcer les mots les plus justes, les plus éloquents, les plus persuasifs, mais si tu les dis depuis un lieu de fragmentation intérieure, depuis un lieu où ton ombre n'est pas intégrée, où tes blessures ne sont pas reconnues, où ta persona masque ton self authentique, alors tes paroles n'auront aucun poids. Elles vont glisser sur la surface de la conscience de l'autre sans jamais pénétrer sa profondeur. Parce que la vraie communication ne se joue pas au niveau du langage verbal, elle se joue au niveau de la résonance psychique. Et cette résonance ne peut se produire que lorsque deux personnes se rencontrent dans leur totalité, ombre comprise, blessure comprise, humanité complète comprise. C'est cela, la formule de la communication respectée que Jung a passé sa vie à déchiffrer. Et c'est cela que je vais te révéler maintenant, loi par loi, couche par couche, jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi ta communication n'a jamais créé le respect que tu mérites, et surtout, comment transformer cela. La première chose que Jung a comprise, et que la plupart des gens ignorent complètement, c'est que tu ne peux pas vraiment écouter l'autre si tu ne t'écoutes pas toi-même. Cela peut sembler évident, mais c'est infiniment plus profond que tu ne le penses. S'écouter soi-même ne signifie pas simplement être à l'écoute de tes pensées conscientes, de tes envies, de tes besoins immédiats. Cela signifie être à l'écoute de ton inconscient, de ton ombre, de tout ce que tu as refoulé, rejeté, nié en toi-même. Parce que tout ce que tu refuses de voir en toi, tu vas automatiquement le projeter sur les autres. Et chaque projection crée une distorsion dans ta façon de percevoir ce que l'autre te dit.
Tu ne l'entends pas vraiment, tu entends ta propre ombre à travers lui. Tu ne le vois pas vraiment, tu vois ce que tu ne veux pas reconnaître en toi-même. Et cela crée une communication faussée, déformée, impossible. Imagine que tu as un profond sentiment d'insécurité que tu n'as jamais vraiment reconnu. Tu as construit toute ta vie autour de la nécessité de paraître fort, compétent, inébranlable. Cette insécurité, tu l'as refoulée dans ton ombre. Elle est là, mais tu ne la vois pas. Tu ne veux pas la voir. Maintenant, quelqu'un vient te parler et, dans sa vulnérabilité, il exprime sa propre insécurité. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Ton ombre réagit. Cette insécurité qu'il exprime touche quelque chose que tu as enfoui, quelque chose qui te fait peur. Et immédiatement, sans même t'en rendre compte, tu vas le juger. Tu vas penser qu'il est faible, qu'il manque de confiance en lui, qu'il devrait se ressaisir. Mais en réalité, ce n'est pas lui que tu juges, c'est ta propre ombre. Ce que tu refuses en toi, tu ne peux pas le respecter chez l'autre. Et lui, même s'il ne comprend pas consciemment ce qui se passe, il va sentir ton jugement, ta fermeture, ton manque de compassion. Et sa communication va s'arrêter là. Il ne va plus s'ouvrir à toi, parce que ton inconscient a envoyé un signal clair. Tu n'es pas un espace sûr pour sa vulnérabilité. Chaque fois que tu juges quelqu'un sans compassion, c'est ta propre ombre qui parle, et l'autre le sent inconsciemment. C'est une des lois les plus implacables de la psychologie jungienne. La projection est un mécanisme automatique de la psyché. Tout ce que tu n'as pas intégré en toi-même, tu vas le voir à l'extérieur, chez les autres, et tu vas réagir avec une intensité émotionnelle disproportionnée. Si quelque chose chez quelqu'un te dérange profondément, plus que la situation ne le justifierait rationnellement, c'est presque toujours parce que cette chose touche quelque chose de non résolu en toi. Jung appelait cela le mécanisme de projection de l'ombre. Et tant que tu ne reconnais pas ce mécanisme, tant que tu ne fais pas le travail d'intégrer ton ombre, tu ne pourras jamais vraiment écouter l'autre. Parce que tu ne l'entendras jamais vraiment. Tu entendras toujours ta propre psyché projetée sur lui. C'est pour cela que la première loi de la communication respectée, selon Jung, est l'intégration de l'ombre. Avant de pouvoir communiquer de manière authentique avec l'autre, tu dois d'abord communiquer avec toi-même, avec toutes les parties de toi que tu as rejetées. Tu dois reconnaître ta propre insécurité, ta propre peur, ta propre colère, ta propre jalousie, ton propre besoin de contrôle. Tout ce que tu as enfermé dans les caves de ton inconscient doit être amené à la lumière de ta conscience. Pas pour le juger, pas pour le condamner, mais pour le reconnaître, pour l'accepter comme une partie de ta totalité humaine. Parce que c'est seulement quand tu as intégré ton ombre que tu peux voir l'autre clairement, sans projection, sans distorsion. Et c'est seulement à ce moment-là que ta communication peut devenir vraiment respectée. Porges a démontré quelque chose de fascinant avec sa théorie polyvagale. Notre système nerveux autonome est constamment en train d'évaluer le degré de sécurité dans nos interactions. Il appelle cela la neuroception, cette capacité inconsciente à détecter si l'environnement social est sûr ou menaçant. Et l'une des choses que notre système nerveux détecte instantanément, c'est la cohérence interne de l'autre. Si tu es en conflit avec toi-même, si tu refuses de reconnaître des parties de toi, si ton ombre est projetée plutôt qu'intégrée, ton système nerveux va envoyer des signaux incongruents. Et le système nerveux de l'autre va le détecter. Il va sentir, sans savoir pourquoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de pas sûr dans ta présence. Et il va se fermer. C'est automatique, c'est biologique. C'est profondément ancré dans notre évolution. Nous sommes programmés pour détecter l'incongruence, parce que l'incongruence signale un danger potentiel. Mais quand tu as fait ce travail d'intégration de l'ombre, quand tu as reconnu et accepté toutes les parties de toi, y compris celles que tu n'aimes pas, quelque chose de profond change dans ta présence. Ton système nerveux devient cohérent. Il n'y a plus de conflits internes qui créent des signaux contradictoires. Et cette cohérence, l'autre la ressent immédiatement. Son système nerveux détecte que tu es un espace sûr, que tu peux accueillir sa propre complexité sans jugement, parce que tu as déjà accueilli la tienne. Et c'est à ce moment-là
que la vraie communication devient possible. C'est à ce moment-là que ta parole commence à avoir du poids, du respect, de l'impact. Pas parce que tu as appris à mieux parler, mais parce que tu es devenu quelqu'un depuis lequel on peut vraiment parler. Damasio a passé des décennies à étudier comment nos émotions et notre conscience corporelle influencent nos décisions et nos perceptions. Il a découvert ce qu'il appelle les marqueurs somatiques, ces signaux corporels subtils qui guident nos choix, avant même que notre raison consciente intervienne. Quand tu rencontres quelqu'un, avant même qu'il ait prononcé un mot, ton corps ressent quelque chose. Une ouverture ou une fermeture, une attirance ou une répulsion, une confiance ou une méfiance. Et ces marqueurs somatiques sont profondément influencés par la cohérence psychologique de l'autre. Si quelqu'un a intégré son ombre, si son inconscient n'est pas en guerre avec lui-même, ton corps le ressent comme sûr. Mais si quelqu'un est fragmenté, si son ombre est projetée, si ses mécanismes de défense sont constamment activés, ton corps le ressent comme une menace potentielle, même subtile. Et cette sensation corporelle va influencer toute ta communication avec cette personne. Voici le paradoxe que Jung a découvert et qui change tout. Plus tu essaies de cacher ton ombre, plus elle devient visible pour l'inconscient des autres. Plus tu refuses de reconnaître tes propres failles, ta propre vulnérabilité, tes propres peurs, plus les autres les sentent. Parce que le refoulement crée de la tension, et cette tension se manifeste dans ton corps, dans ton ton de voix, dans tes micro-expressions, dans l'énergie que tu dégages. L'autre ne sait peut-être pas consciemment ce qui se passe, mais son inconscient le sait. Son système nerveux le détecte, et il réagit en conséquence, en se fermant, en ne te faisant pas confiance, en ne respectant pas ta parole. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est une réaction de protection profondément ancrée dans notre biologie. Mais quand tu fais le travail d'intégration, quand tu reconnais ton ombre et que tu l'acceptes comme une partie de ta totalité, quelque chose de magique se produit. Tu deviens transparent, pas au sens où tu dévoiles tout à tout le monde, mais au sens où il n'y a plus de tension interne qui crée de la méfiance chez l'autre. Ton ombre intégrée n'est plus une menace, ni pour toi, ni pour les autres. Elle devient une source de profondeur, de sagesse, de compassion. Parce que quand tu as reconnu tes propres parts sombres, tu peux reconnaître celles des autres sans jugement. Tu peux voir leur insécurité, leur peur, leur colère, et au lieu de réagir avec défense ou jugement, tu peux répondre avec compassion. Et cette compassion, l'autre la ressent. Elle crée un espace où il peut enfin être vu dans sa totalité. Et c'est dans cet espace que naît la communication respectée. Freud avait raison quand il disait que l'inconscient gouverne la majeure partie de notre vie psychique. Mais Jung a ajouté quelque chose de crucial. L'inconscient n'est pas seulement un réservoir de pulsions refoulées, c'est aussi une source de sagesse, de créativité, de potentiel non réalisé. Quand tu intègres ton ombre, tu ne te contentes pas de neutraliser tes projections, tu accèdes à des ressources psychiques que tu ignorais posséder. Ta communication devient plus riche, plus nuancée, plus profonde, parce qu'elle ne vient plus seulement de ton ego conscient, elle vient de ta totalité. Et cette totalité a une présence, une gravité, une authenticité que les autres ressentent immédiatement. C'est pour cela que certaines personnes peuvent dire quelque chose de simple, de banal même, et pourtant tout le monde s'arrête pour les écouter. Ce n'est pas ce qu'elles disent, c'est depuis où elles le disent. Depuis une profondeur intégrée qui commande naturellement le respect. Mais voici ce que Jung a découvert, qui devient vraiment troublant. Il ne suffit pas de parler à l'ego conscient de l'autre, il faut parler à sa totalité psychique. Et cette totalité inclut quelque chose que Jung a passé sa vie à étudier, les archétypes. Les archétypes sont des structures universelles de la psyché humaine, des patterns profonds qui organisent notre expérience du monde et de nous-mêmes. Chaque personne porte en elle tous les archétypes, le sage, le guerrier, le soignant, le créateur, l'innocent, le rebelle et bien d'autres encore. Mais chacun a certains archétypes qui sont plus dominants, plus actifs dans sa psyché. Et si tu veux vraiment communiquer avec quelqu'un de manière respectée, tu dois apprendre à reconnaître
et à parler à ses archétypes dominants, pas seulement à son moi conscient. Pense à quelqu'un dans ta vie qui semble toujours chercher la sagesse, qui pose des questions profondes, qui réfléchit longuement avant de parler, qui valorise la connaissance et la compréhension. Cette personne est probablement habitée par l'archétype du sage. Maintenant, si tu veux communiquer avec elle de manière respectée, tu ne peux pas lui parler comme tu parlerais à quelqu'un habité par l'archétype du guerrier qui valorise l'action, le courage, la confrontation directe. Si tu essaies de pousser le sage à l'action rapide, à la décision impulsive, tu vas créer une friction, pas parce qu'il est têtu, mais parce que tu ne parles pas à son archétype dominant. Tu ne respectes pas sa structure psychique profonde. Mais si tu reconnais le sage en lui, si tu honores sa quête de sagesse, si tu poses des questions qui stimulent sa réflexion plutôt que de lui imposer des conclusions, alors quelque chose de profond se produit. Son inconscient reconnaît que tu le vois vraiment, pas seulement sa persona sociale, mais son essence archétypale. Et cette reconnaissance crée une ouverture, un respect mutuel, une communication qui touche la profondeur. Quand tu parles à l'archétype du sage en quelqu'un, tu honores sa sagesse avant même qu'il ait parlé, et son inconscient le reconnaît. C'est une forme de respect qui va bien au-delà des mots. C'est un respect qui reconnaît l'essence psychologique de l'autre, sa structure profonde, son chemin d'individuation unique. Et cette reconnaissance est ce que tout être humain cherche désespérément, souvent sans le savoir. Nous voulons tous être vus dans notre profondeur. Pas seulement dans notre rôle social, pas seulement dans notre fonction, mais dans notre essence archétypale. Quand quelqu'un nous voit ainsi, quand quelqu'un parle à notre archétype dominant avec respect et reconnaissance, nous nous ouvrons naturellement. Nous lui faisons confiance, nous respectons sa parole, parce qu'il a d'abord respecté notre profondeur. Barrett, dans ses recherches révolutionnaires sur la construction des émotions, a montré que notre cerveau ne réagit pas passivement aux stimuli. Il construit activement notre expérience émotionnelle basée sur des prédictions. Quand quelqu'un te parle, ton cerveau fait des prédictions instantanées sur ses intentions, sa sincérité, sa compréhension de toi. Et ces prédictions sont profondément influencées par des signaux subtils, le ton de voix, les micro-expressions, le choix des mots, mais aussi quelque chose de plus profond que Barrett commence seulement à entrevoir, la résonance archétypale. Quand quelqu'un parle à ton archétype dominant, ton cerveau prédit que cette personne te comprend vraiment. Et cette prédiction crée une émotion de confiance, d'ouverture, de respect. Mais quand quelqu'un parle à côté de ton archétype, quand il ne reconnaît pas ta structure psychique profonde, ton cerveau prédit l'incompréhension. Et cette prédiction crée une émotion de fermeture, de méfiance, de distance. C'est pour cela que la communication superficielle, celle qui s'adresse uniquement à la persona sociale de l'autre, ne crée jamais de respect profond. La persona, c'est le masque que nous portons en société, le rôle que nous jouons, l'image que nous projetons. Mais ce n'est pas qui nous sommes vraiment. Jung a passé sa vie à distinguer la persona du self authentique. La persona est nécessaire, elle nous permet de fonctionner en société, de nous adapter aux différents contextes sociaux. Mais quand la communication se limite à la persona, quand elle ne touche jamais le self authentique, elle reste creuse. Elle peut être polie, elle peut être fonctionnelle, elle peut même être agréable, mais elle ne crée jamais cette connexion profonde qui génère le respect véritable. La communication respectée, selon Jung, est celle qui s'adresse au self authentique de l'autre, à sa totalité psychique, archétype compris. C'est une communication qui reconnaît que derrière le masque social, il y a une profondeur, une complexité, un chemin d'individuation unique. Et quand tu parles à cette profondeur, quand tu reconnais les archétypes qui habitent l'autre, quelque chose de sacré se produit. Vous ne vous parlez plus de persona à persona, vous vous parlez d'âme à âme. Et c'est dans cette rencontre que naît le respect authentique, celui qui transcende les rôles sociaux, les hiérarchies, les jeux de pouvoir. C'est un respect qui reconnaît l'humanité profonde de l'autre, sa dignité existentielle, son droit à être qui il est dans sa totalité.
Frankl, qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé la logothérapie, a découvert quelque chose de profond sur la communication humaine. Il a compris que chaque personne cherche du sens, que cette quête de sens est la motivation la plus profonde de l'être humain. Et quand tu communiques avec quelqu'un en respectant sa quête de sens, quand tu reconnais que ses paroles, ses actions, ses choix sont tous des expressions de cette recherche existentielle, alors ta communication touche quelque chose de sacré en lui. Tu ne le juges plus selon des critères superficiels, tu le vois comme un être humain qui cherche à donner un sens à son existence. Et cette reconnaissance crée un espace où il peut vraiment se révéler, où il peut partager sa vérité profonde sans peur d'être réduit, jugé ou incompris. Mais il y a un troisième niveau, encore plus mystérieux que Jung a découvert dans la communication profonde. Un niveau qui va au-delà des mots, au-delà même des archétypes. C'est le niveau du silence conscient. La plupart des gens pensent que la communication, c'est parler, c'est transmettre des informations, c'est exprimer des idées. Mais Jung a découvert que le silence conscient est souvent beaucoup plus puissant que n'importe quelle parole. Le silence conscient, ce n'est pas simplement se taire, c'est créer un espace où l'autre peut se rencontrer lui-même, où son inconscient peut émerger, où sa vérité profonde peut se révéler sans être étouffée par nos réactions, nos jugements, nos conseils non sollicités. Adler avait observé quelque chose de crucial dans ses travaux cliniques. Il avait remarqué que beaucoup de gens développent un sentiment d'infériorité, non pas à cause de leur capacité réelle, mais à cause de la façon dont les autres communiquent avec eux. Quand quelqu'un parle trop, quand il domine la conversation, quand il interrompt, quand il impose ses idées, il envoie un message inconscient à l'autre, ta parole n'a pas de valeur, tes idées ne sont pas intéressantes, ton expérience n'est pas importante. Et ce message crée ou renforce un sentiment d'infériorité chez l'autre. Même si ce n'est pas l'intention, même si la personne qui parle trop le fait par enthousiasme ou par nervosité, l'effet est le même. L'autre se sent diminué, invisibilisé, non respecté. Le silence conscient, au contraire, envoie un message très différent. Il dit « Ta parole a de la valeur, je crée un espace pour que tu puisses te révéler. Je ne vais pas remplir ce moment avec mes propres mots, parce que j'honore ce que tu as à dire. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de présence, plein d'attention, plein de respect. » Jung appelait cela la fonction contenante du silence. Quand tu offres ce silence conscient à quelqu'un, tu deviens un contenant psychologique, où il peut explorer sa propre profondeur sans peur d'être jugé ou interrompu. Et dans ce contenant, quelque chose de magique peut se produire. L'autre peut accéder à des parties de lui-même qu'il n'avait jamais exprimées, des émotions enfouies, des pensées inavouées, des vérités profondes qui attendaient un espace sûr pour émerger. Siegel, dans ses travaux sur la neurobiologie interpersonnelle, a découvert quelque chose de fascinant sur ce qui se passe dans le cerveau pendant ces moments de silence conscient partagé. Il a montré que quand deux personnes sont présentes l'une à l'autre dans un silence attentif, leur système nerveux entre en résonance. Il appelle cela l'intégration neuronale interpersonnelle. Les ondes cérébrales se synchronisent, les rythmes cardiaques s'harmonisent et il se crée une sorte de champ commun où les deux personnes peuvent expérimenter quelque chose qui va au-delà de leurs individualités séparées. C'est dans ces moments que se produit la vraie communication, pas au niveau des mots, mais au niveau de la présence pure, de l'être à être. Le silence conscient n'est pas l'absence de parole, mais la présence totale à ce qui émerge entre deux âmes. C'est une qualité d'attention qui dit à l'autre « Je suis entièrement ici, avec toi, dans ce moment. Je ne suis pas en train de préparer ma réponse. Je ne suis pas en train de juger ce que tu dis. Je ne suis pas distrait par mes propres pensées. Je suis simplement présent, ouvert, disponible à ce qui se révèle. Et cette présence totale est quelque chose que les gens sentent immédiatement. Ils sentent qu'ils sont vraiment vus, vraiment entendus, vraiment respectés. Pas parce que tu as dit quelque chose de brillant, mais parce que tu as créé un espace où ils peuvent être eux-mêmes,
Camus, dans sa philosophie de l'absurde, a exploré la condition humaine comme une quête de sens dans un univers qui n'en offre pas naturellement. Et il a compris que l'une des plus grandes formes de respect qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de respecter son absurde, sa manière unique de donner du sens à un monde qui n'en a pas intrinsèquement. Quand tu offres le silence conscient à quelqu'un, tu lui permets d'explorer son propre absurde sans que tu imposes le tien. Tu reconnais que sa quête de sens est légitime, même si elle est différente de la tienne, même si tu ne la comprends pas complètement. Et cette reconnaissance est profondément libératrice. Elle permet à l'autre de se révéler dans son authenticité plutôt que de se conformer à ce qu'il pense que tu attends de lui. Laquelle de ces lois résonne le plus profondément avec ton expérience de communication? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais comprendre où tu en es dans ce processus d'intégration. Parce que ce voyage vers une communication respectée n'est pas linéaire. Ce n'est pas une formule à appliquer mécaniquement. C'est un processus d'individuation, un chemin unique pour chacun, qui demande une honnêteté radicale avec soi-même. Et parfois, simplement reconnaître où tu en es, c'est déjà le début de la transformation. Les neurosciences révèlent quelque chose d'encore plus fascinant sur ce qui se passe dans le cerveau pendant ces moments de silence conscient. Davidson, dans ses recherches sur la neuroplasticité émotionnelle, a montré que la qualité de notre présence peut littéralement remodeler les circuits neuronaux de l'autre. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté, quand il fait l'expérience d'un silence conscient qu'il accueille sans jugement, son cerveau commence à créer de nouvelles connexions neuronales. Les zones liées à la régulation émotionnelle deviennent plus actives. Les zones liées à l'anxiété sociale deviennent moins réactives. C'est comme si la qualité de ta présence créait un environnement neurologique où l'autre peut guérir, se réorganiser, s'intégrer. Mais voici le paradoxe que Jung a révélé et qui bouleverse complètement notre compréhension de la communication. Plus tu parles, moins tu es entendu. Plus tu te tais consciemment, plus ta parole a du poids quand tu choisis de parler. Ce n'est pas simplement une question de stratégie, c'est une loi psychologique profonde. Quand tu parles constamment, quand tu remplis tous les silences, tu dilues la puissance de ta parole. Les autres s'habituent à ton discours, il devient un bruit de fond qu'ils peuvent facilement ignorer. Mais quand tu as la discipline du silence conscient, quand tu ne parles que lorsque tu as vraiment quelque chose à dire, alors chaque mot que tu prononces porte un poids considérable. Les autres s'arrêtent pour t'écouter, parce qu'ils savent que si tu parles, c'est que cela vient de ta profondeur. Cette discipline du silence conscient demande quelque chose de très difficile pour l'ego. Elle demande de renoncer au besoin de toujours avoir raison, de toujours donner son opinion, de toujours être au centre de l'attention. Elle demande une certaine mort de l'ego, une acceptation que ta valeur ne dépend pas de la quantité de tes paroles, mais de la qualité de ta présence. Et c'est un travail spirituel autant que psychologique. C'est un processus d'individuation où tu passes de l'identification à l'ego, à l'identification au self, où tu comprends que ton essence ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es. Et quand tu incarnes cette compréhension, ta communication se transforme complètement. Elle devient économe, précise, puissante. Chaque mot compte, chaque silence respire. Il y a une différence cruciale entre le silence vide et le silence plein de présence. Le silence vide, c'est le silence de celui qui n'a rien à dire, qui est absent à lui-même et à l'autre, qui se tait par indifférence ou par peur. Ce silence crée de la distance, de la froideur, de l'incompréhension. Mais le silence conscient, le silence plein de présence, c'est le silence de celui qui est totalement disponible, totalement attentif, totalement ouvert à ce qui se passe dans le moment. Ce silence crée de la connexion, de la chaleur, de la compréhension profonde. L'autre sent la différence immédiatement, même s'il ne peut pas l'expliquer rationnellement. Son inconscient distingue parfaitement entre un silence d'absence et un silence de présence totale. Ledoux, dans ses recherches sur les circuits de la peur et de l'émotion, a montré que notre amygdale, cette structure cérébrale profonde, est constamment en train d'évaluer le degré de menace dans notre environnement.
Et l'une des choses qui apaise l'amygdale, c'est la présence attentive d'un autre être humain. Quand quelqu'un nous offre un silence conscient, notre amygdale détecte que nous sommes en sécurité, que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un est vraiment là avec nous. Et cette détection de sécurité permet à tout notre système nerveux de se détendre, de s'ouvrir, de se révéler. C'est pour cela que les meilleurs thérapeutes, selon Jung, ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui savent créer cet espace de silence conscient où le patient peut descendre dans sa propre profondeur. Mais voici quelque chose de crucial que Jung a découvert sur la différence entre vulnérabilité authentique et victimisation. La communication respectée exige une forme de vulnérabilité, mais pas n'importe laquelle. Il y a une vulnérabilité qui vient de la force, de l'intégration, de l'acceptation de sa totalité humaine, blessure comprise. Et il y a une vulnérabilité qui vient de la faiblesse, de la fragmentation, du besoin de validation externe. Ces deux formes de vulnérabilité peuvent sembler similaires en surface, mais elles créent des effets complètement différents dans la communication. Freud avait identifié toute une série de mécanismes de défense que le psychisme utilise pour se protéger de la douleur, de l'anxiété, de la honte, le refoulement, la projection, la rationalisation, la formation réactionnelle. Tous ces mécanismes créent des murs invisibles dans notre communication. Ils nous empêchent de montrer notre vraie vulnérabilité, notre vraie humanité. Parce que montrer notre vulnérabilité, c'est risquer d'être blessé, rejeté, jugé. Et le psychisme, dans sa sagesse protectrice, préfère maintenir les défenses plutôt que de prendre ce risque. C'est compréhensible, c'est même nécessaire dans certains contextes. Mais le prix de ces défenses constantes, c'est une communication qui reste toujours en surface, qui ne touche jamais la profondeur, qui ne crée jamais le respect authentique. Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire sur la vraie force psychologique. Elle ne vient pas de l'absence de blessures, mais de l'acceptation et de l'intégration de ces blessures. La personne qui a fait le travail d'individuation n'est pas celle qui n'a pas de cicatrices, c'est celle qui a transformé ses cicatrices en sagesse, qui a reconnu ses blessures, qui les a explorées dans leur profondeur, qui a compris ce qu'elles avaient à lui enseigner, et qui maintenant peut en parler avec une honnêteté tranquille, sans besoin de dramatiser, sans besoin de chercher la pitié, sans besoin de se définir comme une victime. Cette vulnérabilité intégrée est incroyablement puissante dans la communication. Elle dit à l'autre « Je suis humain, j'ai souffert, j'ai traversé des épreuves et je suis toujours là, entier, présent, capable de connexion profonde. » Quand tu montres tes blessures intégrées, tu donnes permission à l'autre de révéler les siennes, et c'est là que naît le respect véritable. Parce que tu crées un espace où la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une force, où les blessures ne sont pas des hontes à cacher, mais des chemins vers la profondeur. L'autre sent qu'il peut baisser ses défenses avec toi, qu'il peut se montrer dans sa totalité humaine sans risquer d'être jugé ou diminué. Et c'est dans cet espace de vulnérabilité mutuelle que se crée la communication la plus profondément respectée. Pas une communication de persona sociale qui se rencontrent poliment, mais une communication d'âmes qui se reconnaissent dans leur humanité partagée. Davidson, dans ses recherches pionnières sur la neuroplasticité, a démontré que le courage de montrer sa fragilité quand il vient d'un lieu intégré réorganise littéralement le cerveau. Il a montré que les personnes qui pratiquent la compassion envers elles-mêmes, qui acceptent leurs propres blessures avec douceur plutôt qu'avec jugement, développent des circuits neuronaux plus robustes dans les régions liées à la régulation émotionnelle et à la résilience. Et cette réorganisation neuronale se manifeste dans leur communication. Ils deviennent capables d'une honnêteté émotionnelle qui n'est pas destructrice, d'une vulnérabilité qui n'est pas effondrée, d'une ouverture qui n'est pas naïve. C'est une forme de maturité émotionnelle qui commande naturellement le respect. Cyrulnik, psychiatre et neurologue, qui a lui-même survécu à des traumatismes profonds, a passé sa vie à étudier la résilience. Et il a découvert que la cicatrice,
La marque laissée par la blessure guérie devient souvent une source de connexion authentique avec les autres. Quand tu peux parler de tes cicatrices sans en être prisonnier, quand tu peux les montrer comme des preuves de ta capacité à traverser l'épreuve et à en émerger plus profond, alors tu crées une connexion qui va bien au-delà de la communication superficielle. Les autres reconnaissent en toi quelqu'un qui comprend la souffrance, qui sait ce que c'est de traverser la nuit, et qui pourtant a choisi de rester debout, de continuer à grandir, de transformer la douleur en sagesse. C'est pour cela que les personnes qui ont le plus de respect dans leur communication ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont souffert et qui ont fait le travail d'intégration, qui ont descendu dans leur propre enfer intérieur, qui ont affronté leurs démons, qui ont reconnu leurs ombres et qui ont choisi de ne pas rester prisonniers de leur histoire. Ces personnes ont une présence particulière. Elles n'ont pas besoin de prouver leur force parce qu'elle émane d'elles naturellement. Elles n'ont pas besoin de cacher leur vulnérabilité parce qu'elles savent que c'est une partie de leur humanité, pas une faiblesse. Et quand elles parlent, même si elles ne parlent que rarement, leurs paroles portent le poids de leur vécu intégré. Mais il y a une différence cruciale, et Jung insistait beaucoup là-dessus, entre montrer ses blessures intégrées et s'identifier à ces blessures. Quand tu t'identifies à tes blessures, quand tu deviens l'histoire de ta souffrance, quand chaque conversation revient à tes traumatismes, à tes difficultés, à ce qui t'a été fait, alors tu n'es pas dans la vulnérabilité intégrée, tu es dans la victimisation. Et la victimisation ne crée pas le respect, elle crée la pitié, ou pire, l'évitement. Parce que les gens sentent qu'ils ne peuvent jamais vraiment te rencontrer dans ta totalité. Ils ne rencontrent que ta blessure, encore et encore. Et cela devient épuisant pour eux, mais aussi pour toi. Parce que tu te prives de la possibilité de grandir au-delà de ta blessure, de devenir plus grand que ce qui t'est arrivé. La vulnérabilité intégrée, au contraire, reconnaît la blessure comme une partie de ton histoire, mais pas comme la définition de ton identité. Elle dit « Oui, cela m'est arrivé, oui, cela m'a profondément affecté, et voici ce que j'en ai fait, voici comment j'ai grandi à travers cela, voici la sagesse que j'en ai extraite. » C'est une vulnérabilité qui ne cherche pas la validation externe, qui ne demande pas à l'autre de te sauver ou de te réparer, mais qui simplement partage ton humanité dans sa totalité. Et cette forme de vulnérabilité est magnétique. Elle attire le respect parce qu'elle montre une force d'âme, une capacité à transformer la souffrance en profondeur, à alchimiser la douleur en sagesse. Combien de ces principes as-tu déjà expérimenté dans ta vie, consciemment ou inconsciemment? Écris ton nombre en commentaire, c'est important de prendre conscience de ce que tu fais déjà naturellement. Parce que souvent, nous appliquons ces lois sans le savoir, dans des moments de grâce, dans des connexions profondes qui nous surprennent, nous-mêmes. Et reconnaître que nous avons déjà cette capacité, même partiellement, c'est le début de pouvoir la développer consciemment, de la cultiver intentionnellement. Frankl, dans les conditions extrêmes des camps de concentration, a découvert que les personnes qui survivaient le mieux psychologiquement n'étaient pas celles qui niaient leur souffrance, mais celles qui trouvaient un sens dans leur souffrance, qui transformaient leur douleur en quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, en une mission, en un témoignage, en une source de compassion pour les autres. Et cette capacité à donner du sens à la souffrance est au cœur de la vulnérabilité intégrée. Quand tu peux dire « voici ce que j'ai traversé, et voici le sens que j'en ai tiré, voici comment cela m'a transformé, voici ce que je peux maintenant offrir aux autres grâce à ce chemin », alors ta communication devient profondément respectée. Parce qu'elle ne parle pas seulement de ta douleur, elle parle de ta transformation, de ton individuation à travers l'adversité. Et voici le paradoxe final que Jung a révélé sur la transformation mutuelle dans la communication profonde. La communication la plus respectée n'est pas celle qui convainc, mais celle qui permet à l'autre de se découvrir lui-même. C'est peut-être la loi la plus contre-intuitive de toutes. Nous pensons souvent que communiquer efficacement, c'est faire passer notre message, c'est convaincre l'autre de notre point de vue, c'est influencer son opinion ou son comportement.
Mais Jung a découvert que ce type de communication, même quand elle réussit en surface, ne crée jamais le respect profond, parce qu'elle traite l'autre comme un objet à façonner plutôt que comme un sujet à honorer. Adler avait compris quelque chose de fondamental sur la motivation humaine. Il avait observé que chaque personne a un chemin unique d'individuation, une façon unique de résoudre son complexe d'infériorité, une manière unique de trouver sa place dans le monde. Et quand tu essaies d'imposer ton chemin à quelqu'un d'autre, quand tu essaies de le convaincre que ta façon de voir est la seule valide, tu ne respectes pas son processus unique d'individuation. Tu le traites comme s'il devait devenir une copie de toi, plutôt que de devenir pleinement lui-même. Et son inconscient résiste à cela, même s'il ne peut pas l'exprimer consciemment. Il sent que tu ne vois pas vraiment qui il est. Tu vois qui tu veux qu'il soit. La communication qui respecte vraiment l'individuation de l'autre est très différente. Elle ne cherche pas à convaincre, mais à éclairer, à ouvrir des perspectives, à poser des questions qui permettent à l'autre d'explorer sa propre profondeur. C'est une communication qui fait confiance au processus de l'autre, à sa capacité de trouver sa propre vérité, à son chemin unique vers l'intégration. Et cette confiance, l'autre la ressent profondément. Il sent que tu le respectes assez pour ne pas essayer de le contrôler, pour ne pas imposer tes réponses, pour ne pas le diminuer en le traitant comme quelqu'un qui a besoin que tu le sauves de son ignorance. Ledoux a montré dans ses recherches que notre amygdale, notre système de détection des menaces, réagit très fortement quand quelqu'un essaie de nous changer, de nous contrôler, de nous imposer sa vision. Même si c'est fait avec les meilleures intentions, même si la personne veut vraiment nous aider, notre système nerveux détecte cela comme une forme de menace à notre autonomie, à notre intégrité psychologique. Et il active des circuits de défense. Nous nous fermons, nous résistons, nous rejetons le message, même s'il contient une part de vérité, parce que la menace à notre autonomie psychologique est plus importante, au niveau biologique, que l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais quand quelqu'un communique avec nous d'une manière qui respecte notre autonomie, qui nous pose des questions au lieu de nous donner des réponses, qui crée un espace pour que nous puissions nous découvrir nous-mêmes, alors notre système nerveux détecte la sécurité. Nous pouvons nous ouvrir, explorer, considérer de nouvelles perspectives, parce que nous ne sentons pas notre autonomie menacée. Et c'est dans cet espace de sécurité psychologique que la vraie transformation devient possible. Pas une transformation imposée de l'extérieur, mais une transformation qui émerge de l'intérieur, de notre propre processus d'individuation. Sénèque, le philosophe stoïcien, avait déjà compris cette vérité il y a 2000 ans. Il enseignait que la vraie sagesse n'est pas d'imposer ton chemin aux autres, mais de respecter le chemin unique de chacun. Que chaque personne a son propre démon, son propre génie intérieur, sa propre vérité à découvrir. Et que le plus grand respect que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est de reconnaître et d'honorer ce processus unique. Quand tu communiques depuis cette sagesse stoïcienne, quand tu acceptes que l'autre a son propre chemin et que ton rôle n'est pas de le changer, mais de l'accompagner s'il le souhaite, alors ta communication devient profondément respectée. C'est pour cela que les meilleurs mentors, les meilleurs enseignants, les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui disent à tout le monde quoi faire, mais ceux qui posent les bonnes questions, qui créent l'espace pour que les autres puissent découvrir leurs propres réponses, qui font confiance au processus d'individuation de chaque personne. Socrate l'avait compris avec sa méthode maïeutique, l'art d'accoucher les âmes. Il ne donnait pas les réponses, il posait des questions qui permettaient à l'autre de découvrir sa propre vérité. Et c'est cette approche qui a traversé les siècles, qui a transformé des milliers de vies, qui a créé un respect qui dure encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort. Jung appelait cela « permettre l'individuation de l'autre », et c'est peut-être la forme la plus élevée de communication respectée. Quand tu n'essaies pas de façonner l'autre selon ton image, quand tu ne projettes pas tes propres besoins, tes propres peurs, tes propres désirs sur son chemin, quand tu le laisses simplement être qui il est en train de devenir, alors quelque chose de sacré se produit.
L'autre sent qu'il est vraiment libre avec toi, qu'il peut explorer sa propre profondeur sans craindre ton jugement ou ton contrôle. Et cette liberté crée une confiance profonde, un respect mutuel, une connexion qui transcende les mots. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses méditations que la discipline intérieure crée la présence extérieure, que si tu veux être respecté dans ta communication, tu dois d'abord cultiver le respect de toi-même, la maîtrise de tes propres impulsions, l'acceptation de ton propre chemin d'individuation. Quand tu as cette discipline intérieure, quand tu ne cherches pas à imposer ta volonté aux autres, parce que tu as déjà appris à ne pas te laisser gouverner par tes propres impulsions égotiques, alors ta communication change de nature. Elle devient une émanation de ta sagesse intérieure plutôt qu'une tentative de contrôler l'extérieur. Et voici le paradoxe ultime, le secret final que Jung a passé sa vie à explorer. Tu ne deviens pas respecté en apprenant à mieux parler, mais en devenant quelqu'un dont les paroles émergent de la profondeur intégrée. C'est l'alchimie finale, la transformation complète qui unit toutes les lois que nous avons explorées. L'intégration de l'ombre, la reconnaissance des archétypes, la pratique du silence conscient, la vulnérabilité intégrée, le respect de l'individuation de l'autre, tout cela converge vers une seule réalité. La communication respectée n'est pas une technique, mais une émanation de qui tu es devenu à travers ton propre processus d'individuation. Freud avait raison de dire que résoudre tes conflits internes change comment les autres te perçoivent. Quand tu n'es plus en guerre avec toi-même, quand ton ombre est intégrée, quand tes blessures sont transformées en sagesse, quand ton ego n'a plus besoin de se prouver constamment, alors toute ta présence change. Les gens le sentent. Ils sentent que tu n'as rien à prouver, rien à cacher, rien à compenser. Et cette absence de conflit interne crée une présence magnétique. Pas une présence qui cherche à attirer l'attention, mais une présence qui commande naturellement le respect parce qu'elle émane de la totalité intégrée. Dehaene, dans ses recherches sur la conscience et la métacognition, a montré que la capacité d'observer tes propres patterns de pensée, tes propres patterns de communication est cruciale pour la transformation. Quand tu développes cette métacognition, quand tu peux voir comment tu communiques, quels sont tes patterns automatiques, quelles sont tes réactions défensives, alors tu peux commencer à les transformer, pas en les réprimant, mais en les comprenant, en les intégrant, en choisissant consciemment de répondre plutôt que de réagir. Et cette capacité métacognitive est le fruit du travail d'individuation, du processus de devenir conscient de ton propre fonctionnement psychologique. Le processus complet d'intégration que Jung décrit suit une progression naturelle. D'abord, tu reconnais ton ombre, toutes les parties de toi que tu as niées ou refoulées. Ensuite, tu distingues ta persona, le masque social, du self authentique, ta totalité psychique. Puis, à travers le travail d'intégration, tu permets au self de s'exprimer de plus en plus, jusqu'à ce que ta communication devienne une présence authentique, plutôt qu'une performance sociale. C'est un processus qui peut prendre des années, parfois toute une vie, mais chaque étape de ce processus transforme la qualité de ta communication, la profondeur de tes connexions, le respect que tu commandes naturellement. Frankl enseignait que communiquer depuis ton sens profond, pas depuis tes besoins égotiques, est ce qui crée la communication la plus puissante. Quand tu parles parce que tu as vraiment quelque chose d'important à dire, quelque chose qui vient de ta mission existentielle, de ta quête de sens, alors tes paroles portent un poids considérable. Mais quand tu parles pour remplir le silence, pour te rassurer, pour prouver ta valeur, pour contrôler la situation, alors tes paroles sont creuses, peu importe leur éloquence. L'autre sent la différence, même s'il ne peut pas l'articuler. Son inconscient distingue parfaitement entre une parole qui vient du sens profond et une parole qui vient de l'ego insécurisé. Ce que je vais te révéler maintenant est la clé finale qui unit tout ce que nous avons exploré. La formule de la communication respectée que Jung a découverte n'est pas une formule au sens technique du terme. Ce n'est pas une série d'étapes à suivre mécaniquement.
C'est plutôt une compréhension profonde de la nature de la psyché humaine et un engagement à faire le travail d'individuation. La formule, si on peut l'appeler ainsi, c'est ceci. Intègre ton nombre, reconnais les archétypes, pratique le silence conscient, montre ta vulnérabilité intégrée, respecte l'individuation de l'autre et deviens quelqu'un dont la communication est une émanation naturelle de la totalité intégrée. Chacune de ces lois se renforce mutuellement. Quand tu intègres ton nombre, tu deviens naturellement plus capable de reconnaître les archétypes chez les autres sans projection. Quand tu pratiques le silence conscient, tu crées l'espace pour que ta vulnérabilité intégrée puisse se révéler de manière authentique. Quand tu respectes l'individuation de l'autre, tu renforces ton propre processus d'individuation. C'est une alchimie psychologique où chaque élément transforme tous les autres, créant une totalité qui est plus grande que la somme de ses parties. Et voici la beauté de cette formule. Une fois que tu commences à l'incarner, tu n'as plus besoin de penser à comment communiquer. La communication respectée devient naturelle, spontanée, effortless. Tu n'es plus en train de jouer un rôle, d'appliquer une technique, de calculer tes mots. Tu es simplement toi-même, dans ta totalité intégrée. Et cette totalité s'exprime naturellement d'une manière qui commande le respect. Pas parce que tu le cherches, mais parce que c'est la conséquence naturelle de ton individuation. Les gens sentent quand ils sont en présence de quelqu'un qui a fait ce travail. Ils sentent la différence entre quelqu'un qui parle depuis sa persona et quelqu'un qui parle depuis son self, entre quelqu'un qui projette son ombre et quelqu'un qui l'a intégré, entre quelqu'un qui cherche à contrôler et quelqu'un qui respecte l'autonomie de l'autre. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui a vraiment fait ce travail d'individuation, ils réagissent avec un respect profond. Pas un respect superficiel basé sur le statut social ou les accomplissements externes, mais un respect existentiel basé sur la reconnaissance d'une profondeur intégrée. Si cette exploration psychologique a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi sa communication ne crée pas le respect qu'il mérite. Quelle phrase t'a le plus bouleversé? Et si tu veux approfondir ce voyage d'individuation ensemble, rejoins notre communauté de membres, parce que ce travail d'intégration n'est pas quelque chose qu'on fait seul, dans son coin. C'est un processus qui se nourrit de la rencontre avec d'autres personnes qui font le même chemin, qui comprennent les mêmes luttes, qui cherchent la même profondeur. Jung disait que l'individuation n'est pas un processus de devenir quelqu'un d'autre, mais un processus de devenir pleinement qui tu as toujours été, au-delà de toutes les couches de conditionnement, de blessures, de défense. Et quand tu arrives à cette totalité, quand tu deviens vraiment toi-même dans ta profondeur intégrée, alors ta communication se transforme naturellement, parce qu'elle n'est plus une tentative de te connecter malgré ta fragmentation, c'est une expression naturelle de ta totalité. Et cette expression commande naturellement le respect, l'écoute, la confiance. Pas parce que tu as appris les bonnes techniques, mais parce que tu es devenu le type de personne qu'on écoute naturellement, qu'on respecte profondément, qu'on honore spontanément. Voilà le secret que Jung a passé sa vie à révéler. La communication respectée n'est pas une compétence qu'on acquiert, c'est une présence qu'on devient. C'est le fruit naturel du processus d'individuation, de ce long et souvent difficile chemin de devenir entier, de devenir soi-même, de devenir pleinement humain. Et ce chemin, personne ne peut le faire à ta place. Mais quand tu le fais, quand tu t'engages vraiment dans ce processus de descente dans ton ombre, de reconnaissance de tes blessures, d'intégration de ta totalité, alors quelque chose de profondément beau se produit. Ta vie se transforme, tes relations se transforment et ta communication devient enfin ce que tu as toujours cherché, une rencontre authentique d'âme à âme, où tu es vraiment vu, vraiment entendu, vraiment respecté. Non pas pour ce que tu fais ou ce que tu dis, mais pour qui tu es dans ta profondeur intégrée.